Personne sur ce polygone secret n'était prêt à ce qu'il allait voir. Lorsque les portes du hangar s'ouvrirent, même les généraux les plus endurcis comprirent immédiatement que ce char n'avait pas été conçu pour une guerre ordinaire. Cette machine était née pour survivre là où toute armée devait mourir. Ce qui avançait lentement sur le béton n'était pas un blindé classique, mais une réponse directe à l'arme nucléaire. Printemps 1959. Dans un silence lourd, brisé uniquement par le grondement d'un moteur diesel, une silhouette irréelle émergea de l'ombre. Le char semblait écrasé contre le sol, comme s'il refusait d'offrir la moindre prise à la destruction. Son corps arrondi rappelait davantage un engin spatial qu'une arme terrestre. 4 chenilles massives remplaçaient les 2 habituelles, et une tourelle aplatie dominait l'ensemble comme une coque blindée. Devant la commission d'essai se tenait l'objet 279, un char conçu pour combattre après une explosion atomique et continuer d'avancer quand tout le reste serait réduit au silence. Pour comprendre pourquoi l'Union soviétique investit des ressources colossales dans un projet aussi radical, il faut se replonger dans l'atmosphère suffocante de la guerre froide. À la fin des années 50, le monde vivait sous la menace permanente d'un conflit nucléaire total. Les États-Unis et l'URSS multipliaient les essais, développaient des armes tactiques capables de frapper directement le champ de bataille. L'arme atomique n'était plus seulement stratégique, elle devenait un outil militaire concret, destiné à briser des offensives blindées entières en quelques secondes. Les stratèges soviétiques savaient que, dans une guerre européenne, les colonnes de chars seraient frappées sans hésitation par des charges nucléaires tactiques. Or, les chars lourds existants, même les plus puissants, étaient condamnés dans un tel scénario. L'onde de choc pouvait retourner une machine de plusieurs dizaines de tonnes, la chaleur détruisait les optiques, la radiation pénétrait l'acier et condamnait l'équipage. Après l'explosion, le terrain se transformait en désert radioactif, couvert de cratères, de débris et de poussières mortelles, impraticables pour un char conventionnel. En 1956, le commandement des forces blindées soviétiques posa une question brutale à ses ingénieurs. Comment créer un char capable de survivre à un bombardement nucléaire proche, de continuer à se déplacer dans un paysage dévasté et de conserver une puissance de feu écrasante? Les exigences étaient sans précédent. Le futur char devait rester stable sous l'onde de choc, protéger son équipage contre la radiation et franchir des terrains que personne n'avait jamais envisagés pour un blindé. 3 grands bureaux d'études furent mobilisés, 2 à Leningrad, 1 à Tcheliabinsk. Les projets classiques cherchaient à renforcer les blindages existants, à améliorer les moteurs et les transmissions. Mais un homme refusa cette approche prudente. Lev Sergeyevitch Troyanov, ingénieur du bureau de Leningrad, comprit immédiatement que ces solutions mèneraient à l'échec. Pour survivre à l'arme atomique, il fallait abandonner les formes traditionnelles et repenser le char comme une machine conçue dès l'origine pour l'apocalypse nucléaire. Troyanov identifia la principale menace, l'onde de choc. Les surfaces plates et anguleuses des chars classiques amplifiaient sa puissance. Il proposa un corps totalement profilé, bas et arrondi, afin que la vague destructrice glisse autour de la machine sans la renverser. Chaque ligne du futur char fut dessinée pour détourner l'énergie, réduire la surface exposée et empêcher toute prise à la destruction. Ainsi naquit la forme unique de l'objet 279, à mi-chemin entre une coquille métallique et un engin venu d'un autre monde. La seconde révolution concernait la mobilité. Dans un paysage nucléaire, les cratères, les débris et les obstacles rendaient les chars classiques vulnérables à l'enlisement. Troyanov proposa une solution jugée absurde par beaucoup, 4 chenilles au lieu de 2. Disposées par paires de chaque côté, elles éliminaient tout risque de poser le char sur son ventre et garantissaient une traction continue sur n'importe quelle surface. Les longerons supportant les chenilles servaient également de réservoir de carburant, une solution ingénieuse permettant de libérer de l'espace interne sans sacrifier l'autonomie. Chaque détail du train de roulement fut pensé pour survivre à l'extrême. Les galets en acier sans caoutchouc pouvaient résister à des températures capables de faire fondre les matériaux traditionnels. La suspension hydropneumatique, technologie de pointe pour l'époque, absorbait les chocs et permettait au char de rester stable même sur un sol ravagé.
L'objet 279 n'avançait pas simplement sur le terrain, il l'écrasait, indifférent aux ruines et aux obstacles. En 1959, le prototype était prêt. Ce que les ingénieurs virent lors des premiers essais dépassa leurs calculs les plus optimistes. Le char avançait là où aucune autre machine ne pouvait passer, conservait son équilibre et sa mobilité malgré son poids colossal. Devant eux se trouvait un engin qui incarnait une idée terrifiante et fascinante à la fois. La guerre ne s'arrêterait pas avec l'explosion nucléaire, et l'objet 279 était conçu pour continuer le combat au-delà de cette limite. Troyanov n'était pas seulement un ingénieur, il était un visionnaire qui voyait le champ de bataille d'un point de vue que personne d'autre n'osait imaginer. Tandis que ses collègues continuaient à penser en termes de blindage classique et de puissance de feu traditionnelle, il explorait des concepts qui défiaient toutes les normes. Son objectif n'était pas simplement de construire un char lourd, mais de créer une machine capable de survivre à l'inimaginable et de rester opérationnelle dans un environnement transformé par la bombe atomique. Dès les premières esquisses, Troyanov concentra son attention sur l'interaction entre le corps du char et la vague de choc. Les calculs traditionnels montraient que les angles droits et les surfaces planes amplifiaient la force de l'explosion, et il savait que le moindre détail pouvait être fatal à l'équipage. Il imagina un profil abaissé, avec des courbes continues et des angles soigneusement calculés pour refléter et disperser l'énergie. Le char ne devait pas être simplement solide, il devait être insaisissable pour la destruction, une coque qui glisse presque sur la puissance brute de l'explosion. Chaque courbe, chaque surface, chaque joint fut analysé pour maximiser la protection passive, transformant le char en véritable forteresse mobile. Mais la protection ne se limitait pas au blindage. Troyanov comprit rapidement que dans un monde post-nucléaire, la mobilité serait cruciale. La Terre ravagée par les explosions atomiques était traîtresse, remplie de cratères, de débris et de sols radioactifs compactés ou instables. Un char classique s'enliserait immédiatement. La solution radicale de Troyanov fut d'adopter 4 chenilles au lieu de 2, chaque paire disposée sur des longerons robustes. Cette configuration inhabituelle augmentait la surface de contact au sol, réduisait la pression exercée par la machine et empêchait toute perte de mobilité. Les longerons doubles servaient également de réservoir de carburant, une innovation qui optimisait l'espace intérieur et assurait une autonomie surprenante pour un engin de cette taille. La suspension hydropneumatique fut la deuxième révolution technique du char. À une époque où la majorité des chars utilisaient des systèmes de torsion classiques, Troyanov introduisit un système de cylindres rempli de gaz et d'huile calibrée. Cette technologie permettait au char de conserver une stabilité quasi parfaite sur des terrains extrêmement accidentés, absorbant les chocs des cratères, des débris et des obstacles invisibles à l'œil nu. Le véhicule semblait flotter au-dessus du sol, une prouesse incroyable pour un blindé pesant 60 tonnes. La combinaison de 4 chenilles et de cette suspension unique créait une mobilité inégalée. Franchir des zones de boue profonde, de neige compacte ou de terrain ravagé par des explosions n'était plus un obstacle, mais une routine pour l'objet 279. Chaque détail de la mécanique fut conçu pour survivre à l'extrême. Les galets en acier, sans caoutchouc, ne craignaient ni la chaleur intense, ni les débris brûlants. Le moteur diesel horizontal à 16 cylindres fournissait une puissance suffisante pour déplacer l'ensemble avec un rendement optimal, tout en maintenant un profil bas, essentiel pour réduire l'exposition à l'onde de choc. Troyanov avait également conçu une transmission hydromécanique à flux unique, permettant un passage des vitesses presque automatique, réduisant la fatigue du conducteur et assurant une réponse rapide, même dans des situations critiques. L'ingéniosité de Troyanov allait au-delà de la simple mécanique. Il envisagea l'équipage comme un élément vital du système de survie. 3 membres dans la tourelle, plus le conducteur à l'avant, avec un accès central et des systèmes d'urgence intégrés, devaient rester opérationnels même si l'extérieur du char était touché par une déflagration nucléaire proche. L'air à l'intérieur était filtré et protégé, les systèmes hydrauliques isolés, et chaque compartiment pensé pour minimiser l'impact du nombre de chocs sur les occupants. L'objet 279 n'était pas seulement une forteresse. Il était une machine où l'homme et le métal fusionnaient pour survivre au chaos nucléaire. Mais le plus impressionnant résidait dans la vision stratégique.
Troyanov savait que la puissance de feu devait correspondre à la résistance du char. Il ne suffisait pas que l'objet 279 survive, il devait frapper avant que l'adversaire ne puisse riposter. Chaque élément du char, de la mobilité à la protection, de la suspension au galet, était conçu pour maintenir l'efficacité au combat, même dans les pires conditions imaginables. L'URSS, par ce char, préparait non seulement une arme, mais une doctrine. Un blindé capable de survivre à l'apocalypse et de continuer à avancer quand tout le reste serait détruit. Pendant des mois, l'équipe de Troyanov testa chaque composant sur des maquettes et des simulations grandeur nature. Les ingénieurs analysaient la déformation des longerons sous pression, la résilience des galets au contact de chaleur intense, le comportement des cylindres hydropneumatiques face à des charges variables. Chaque détail, chaque solution était validée par des calculs précis et des essais rigoureux, car la moindre faille aurait condamné l'équipage et ruiné le projet. Lorsque le prototype final fut achevé, les ingénieurs et officiers ne purent cacher leur émerveillement. Le char se mouvait avec une fluidité surprenante, capable de franchir des terrains que même les véhicules plus légers échouaient à traverser. Les 4 chenilles avalaient les obstacles, la suspension absorbait les irrégularités et le moteur rugissait comme une bête apprivoisée, prête à répondre à n'importe quelle menace. L'objet 279 n'était plus seulement un concept, c'était une réalité mécanique qui incarnait l'ingéniosité humaine et la volonté de survivre là où l'humanité aurait échoué. L'objet 279 n'était pas seulement une prouesse mécanique, il incarnait une révolution en matière de protection. Dès le premier regard, il était clair que la bataille à venir ne se jouerait pas seulement sur la puissance de feu, mais sur la capacité de résister à l'inimaginable. Les ingénieurs avaient choisi une voie que personne n'avait explorée auparavant. Une armure sculptée dans l'acier coulé, massive, mais parfaitement profilée pour disperser la force des impacts. Chaque panneau, chaque courbe et chaque angle était le résultat d'innombrables calculs, conçus pour que l'énergie d'un projectile ne se concentre jamais sur une seule zone vulnérable. La face avant du char atteignait une épaisseur impressionnante de 250 à 270 mm, avec une inclinaison calculée pour que tout obus arrivant à haute vitesse glisse sur la surface. Les flancs n'étaient pas en reste, 180 mm d'acier lourd positionné pour maximiser la protection contre les obus à pénétration moyenne. Même comparé aux meilleurs chars occidentaux de l'époque, comme le M10 américain ou le Conqueror britannique, la résistance de l'objet 279 était sans égale. Ces chars étrangers, pourtant considérés comme modernes, ne pouvaient rivaliser avec la combinaison unique de masse, de forme et de géométrie. Mais Troyanov n'en resta pas là. Il savait que l'avenir du champ de bataille résiderait dans les projectiles cumulatifs. Ces charges, capables de percer plusieurs centaines de millimètres de blindage par concentration de l'énergie, représentaient une menace invisible mais mortelle. La solution du bureau de Troyanov fut ingénieuse et radicale. Des écrans additionnels positionnés à distance de la coque principale. Chaque écran incurvé perturbait le flux métallique du jet cumulatif, le forçait à se disperser avant qu'il n'atteigne l'acier massif du char. Cette protection multiple offrait un niveau de sécurité que les concepteurs de l'époque jugeaient impossible à atteindre avec des matériaux traditionnels. La tourelle ne se contentait pas de protéger l'armement et l'équipage, elle était un bouclier autonome. Épaisse de 305 mm sur l'avant et légèrement moins sur l'arrière, sa forme aplatie réduisait la surface exposée aux ondes de choc et aux impacts directs. L'ensemble de la structure créait un ensemble presque impénétrable, où chaque élément servait à détourner, absorber ou disperser la puissance d'un projectile. L'objet 279 n'était plus seulement un char, il devenait une forteresse mobile, capable de survivre là où tout autre blindé aurait été anéanti. Au-delà de la simple protection contre les obus, le char possédait une ingénieuse défense contre la contamination nucléaire. Les joints et passages du corps étaient hermétiquement scellés. Les filtres et ventilateurs purifiaient l'air entrant, permettant à l'équipage de respirer malgré la radioactivité ambiante. Ces mesures rendaient l'objet 279 unique. Il n'était pas seulement invulnérable aux armes classiques, il pouvait poursuivre ses missions sur un terrain irradié, où tout autre blindé serait rendu inutile.
En comparaison, les chars occidentaux de la même époque présentaient des limites dramatiques. Le M48 américain, pourtant moderne, offrait une protection frontale de 127 mm et ne pouvait survivre qu'à des impacts relativement légers. Le Centurion britannique atteignait 152 mm, mais sa forme rectiligne amplifiait les dégâts en cas de tir à longue distance. L'objet 279 combinait masse, inclinaison et profil pour neutraliser les obus les plus performants de l'époque. Là où un char occidental devait se retirer après un tir précis, l'objet soviétique continuait d'avancer, intact. Chaque écran, chaque plaque d'acier et chaque joint avaient été testés avec des munitions de calibres variés. Les ingénieurs avaient simulé des tirs directs, des attaques latérales et même des frappes avec des charges explosives modernes. Les résultats furent stupéfiants. Même les obus de 90 mm, capables de perforer la majorité des chars, échouaient à transpercer le char soviétique sur des distances conventionnelles. L'objet 279 n'était pas seulement une protection théorique, il était une forteresse validée par l'expérience et le calcul scientifique. Cette conception unique n'avait pas pour seul objectif de protéger, mais de transformer le combat. La géométrie et la résistance du char lui permettaient de s'approcher plus près des lignes ennemies qu'aucune autre machine. Chaque mouvement, chaque avancée devenait un calcul stratégique, mais avec la confiance que même face à des tirs puissants, l'objet 279 resterait opérationnel. La combinaison de blindage massif, d'écrans externes et de protection interne contre la contamination atomique faisait de ce char un outil de guerre incomparable. L'objet 279 représentait une nouvelle génération de blindés où la survie et la mobilité dictaient la conception autant que l'artillerie. La machine pouvait affronter la fureur des armes conventionnelles et des charges nucléaires tactiques, tout en restant efficace sur le terrain. Les ingénieurs soviétiques avaient créé un équilibre parfait entre invulnérabilité, puissance de feu et capacité à avancer malgré les obstacles. La silhouette étrange et futuriste du char, sa tourelle aplatie et ses 4 chenilles semblaient défier les lois de la physique et de la guerre, donnant naissance à un symbole mécanique de la détermination soviétique. Si l'objet 279 devait survivre là où tout s'effondrait, il devait aussi frapper avec une force écrasante. Sa mission ne se limitait pas à encaisser les coups, il devait détruire l'ennemi avant que celui-ci ne puisse réagir. Pour cela, les ingénieurs soviétiques choisirent une arme qui, à la fin des années 50, dépassait tout ce qui existait alors sur les champs de bataille. Le cœur offensif du char devint un canon rayé de 130 mm, le modèle M65, conçu spécialement pour les chars lourds de nouvelle génération. Ce canon n'était pas une adaptation, mais une création entièrement nouvelle. Sa longueur impressionnante permettait d'exploiter pleinement la puissance de la charge propulsive, donnant au projectile une vitesse initiale supérieure à 1000 mètres par seconde. À une telle vitesse, un obus perforant conservait une énergie dévastatrice, même à longue distance. Sur le champ de bataille, cela signifiait une chose simple et terrifiante. L'objet 279 pouvait ouvrir le feu bien avant que les chars adverses n'entrent dans une zone de tir efficace. Le projectile de près de 30 kg frappait avec une précision et une puissance capables de transpercer n'importe quel blindage existant à l'époque. Aucun char occidental, qu'il soit américain, britannique ou français, ne disposait d'une protection suffisante pour résister à un impact direct de ce calibre. Le duel blindé classique devenait déséquilibré dès le premier tir. L'objet 279 n'avait pas besoin d'échanger des coups, il devait seulement viser une fois. Pour maîtriser une telle puissance, les ingénieurs équipèrent le canon d'un frein de bouche à fente, réduisant considérablement le recul. Cette solution permettait de maintenir la stabilité de la tourelle et d'accélérer la remise en ligne après chaque tir. Un système de soufflage du tube à air comprimé fut également intégré, évacuant les gaz brûlants après le tir et protégeant l'équipage contre l'intoxication dans le compartiment de combat. Chaque détail visait à permettre un rythme de feu soutenu sans sacrifier la sécurité interne. Le chargement du canon utilisait des munitions à chargement séparé, une nécessité pour un calibre aussi massif. Afin de maintenir une cadence de tir acceptable, les concepteurs installèrent un dispositif semi-automatique à cassette.
Le chargeur plaçait l'obus et la douille dans un plateau spécial, puis le mécanisme se chargeait de les introduire dans la chambre. Cette solution permettait d'atteindre une cadence de 5 à 7 coups par minute, un chiffre remarquable pour une arme de cette puissance. Des projets plus ambitieux existaient pour augmenter encore ce rythme, mais ils restèrent à l'état d'étude. Le nombre de munitions embarquées était limité à 24 coups. Ce choix n'était pas une faiblesse, mais un compromis calculé. La priorité avait été donnée à la protection et à la sécurité de l'équipage. Chaque obus devait compter, car la philosophie du char reposait sur la destruction immédiate des cibles prioritaires. Sur un champ de bataille nucléaire, la durée de l'engagement serait courte, brutale et décisive. En complément du canon principal, l'objet 279 disposait d'une mitrailleuse lourde de 14 mm, le modèle KPVT, montée en coaxial. Cette arme offrait une puissance exceptionnelle contre les véhicules légèrement blindés, les positions fortifiées et l'infanterie protégée par des abris légers. Sa capacité de pénétration permettait également de menacer des cibles aériennes volant à basse altitude, ajoutant une dimension défensive supplémentaire au char. La composition de l'équipage reflétait la complexité de la machine. Le commandant, le tireur et le chargeur prenaient place dans la tourelle, tandis que le conducteur occupait une position centrale à l'avant du char. Cette disposition facilitait la coordination et réduisait le temps de réaction en combat. Chaque membre de l'équipage bénéficiait d'un poste conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes, avec des commandes ergonomiques et des systèmes d'assistance avancés pour l'époque. L'équipement de visée plaçait l'objet 279 en avance sur son temps. Un télémètre stéréoscopique permettait de mesurer précisément la distance jusqu'à la cible sans tir d'essai, un avantage crucial lors des premières secondes d'un engagement. Le canon était stabilisé sur 2 axes par un système électro-hydraulique sophistiqué, garantissant une précision élevée même en mouvement. Le char pouvait ainsi tirer efficacement tout en avançant, une capacité rare pour un blindé aussi lourd. Les opérations nocturnes n'étaient pas négligées. Un dispositif de vision nocturne associé à un projecteur infrarouge permettait d'observer et d'engager des cibles dans l'obscurité totale. Cette technologie donnait au char un avantage décisif lors des combats de nuit ou par mauvaise visibilité, des situations fréquentes dans un environnement dévasté par des frappes nucléaires. Tout dans l'armement de l'objet 279 traduisait une idée simple: dominer le champ de bataille sans laisser de seconde chance à l'adversaire. Sa puissance de feu, combinée à une précision exceptionnelle et à une protection hors norme, transformait chaque affrontement potentiel en une démonstration de force. Le char n'était pas conçu pour des batailles prolongées, mais pour percer, frapper et continuer d'avancer, même lorsque le monde autour de lui semblait s'effondrer. Le printemps 1959 était marqué par une tension palpable au polygone de Capustignard. L'objet 279 avait été achevé et l'heure des essais définitifs était arrivée. Les ingénieurs et techniciens avaient passé des mois à ajuster chaque mécanisme, à tester la suspension, à mesurer la résistance de l'armure, à calibrer le canon. Mais il ne s'agissait plus de simulation. Cette fois, le char allait faire face à la réalité. Les officiers de l'armée, fascinés mais inquiets, attendaient derrière la ligne de sécurité, observant le colosse métallique s'avancer sur un terrain imprégné de tests antérieurs. Les premières épreuves confirmèrent l'incroyable mobilité du char. Les 4 chenilles avalaient les cratères laissés par des explosions précédentes, tandis que la suspension hydropneumatique absorbait les irrégularités avec une fluidité surnaturelle. Les ingénieurs se regardaient, incrédules, tandis que la machine franchissait des obstacles que même des véhicules beaucoup plus légers ne pouvaient surmonter. Chaque manœuvre démontrait que le rêve de Troyanov était devenu réalité. Le char était capable de se déplacer sur un terrain ravagé, en conservant un contrôle absolu. Puis vinrent les tirs d'essai. Le canon M65 rugit à plusieurs reprises, envoyant des obus à une cadence remarquable. Les cibles métalliques explosèrent ou furent transpercées à chaque impact. Même les tirs latéraux et obliques, simulant des attaques d'ennemis ingénieux, ne parvinrent pas à compromettre la coque ou les écrans additionnels. Les techniciens notaient chaque résultat, chaque déformation minime,
conscient que l'objet 279 redéfinissait les standards de la guerre blindée. Mais derrière l'enthousiasme, des problèmes apparaissaient rapidement. La complexité de la quadruple chenille et de la suspension hydropneumatique rendait l'entretien extrêmement exigeant. Un simple remplacement d'un galet endommagé nécessitait un outillage spécifique et l'intervention de plusieurs techniciens qualifiés. Sur un champ de bataille réel, dans des conditions extrêmes, cette vulnérabilité pouvait devenir critique. De plus, le char perdait une partie de sa puissance sur des terrains très boueux, où les 4 chenilles créaient plus de résistance qu'une configuration conventionnelle. La maniabilité sur place restait limitée, rendant les changements de direction brusques quasi impossibles. Chaque manœuvre demandait anticipation et espace. Malgré ces contraintes, l'objet 279 démontra sa supériorité technique, mais le destin du projet allait être décidé par des considérations politiques plus que militaires. Le 22 juillet 1960, le plus haut responsable de l'Union soviétique, Nikita Sergueïevitch Khrouchtchev, se présenta au polygone pour inspecter les dernières avancées en matière de blindés. Les concepteurs, espérant une approbation, alignèrent l'objet 279 aux côtés des autres projets lourds, prêts à montrer l'étendue des capacités de la machine. Khrouchtchev, passionné par la technologie des missiles et convaincu que l'avenir de la guerre appartenait aux roquettes, observa les engins avec un intérêt mitigé. Ses yeux se posèrent sur le colosse de 60 tonnes et, malgré l'évidence de son invincibilité relative, il fit preuve d'un pragmatisme implacable. Il décréta que tout char dépassant 37 tonnes ne serait jamais adopté. Ce verdict, prononcé d'un geste de la main, condamnait le projet à l'arrêt immédiat. L'objet 279, malgré sa perfection technique et son potentiel révolutionnaire, ne pouvait entrer en production. Les ingénieurs furent dévastés, mais la machine ne resta pas inactive. Le prototype unique fut transféré à Koubinka, où il fut conservé pour études et démonstrations. Là, les visiteurs pouvaient admirer la silhouette étrange et futuriste du char, se demandant ce qu'aurait pu être la guerre blindée si ce géant avait été déployé sur un vrai champ de bataille. Les démonstrations continuèrent pendant des années, confirmant sans cesse l'ingéniosité du design, mais la machine ne vit jamais la bataille pour laquelle elle avait été conçue. Le destin de l'objet 279 reste un mélange de triomphe technique et de tragédie politique. Une invention capable de changer la face de la guerre fut arrêtée par une décision humaine, laissant le monde admirer un prototype unique, mais jamais utilisé. Il symbolise la limite entre la vision audacieuse des ingénieurs et la réalité des choix stratégiques et politiques. Son canon, ses 4 chenilles, sa suspension hydropneumatique et son blindage exceptionnel restent des exploits inégalés, mais la machine ne fut jamais exploitée comme elle l'aurait dû. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire sur d'autres machines militaires extraordinaires que vous souhaiteriez découvrir, et de vous abonner pour ne manquer aucun épisode de cette série incroyable sur les merveilles de la technologie soviétique.